temps et content d'être ici avec vous. Et donc, la date limite de la deuxième période de soumission se termine dans une semaine et nous, mettons les bouchées d'eau pour arriver à cette date. Donc, nous allons aujourd'hui vous faire part des éléments clés du programme et nous allons répondre à vos questions également. Je vais demander à un autre de mes collègues, une autre de mes collègues, d'afficher son écran pour l'auditoire, Deniva. Et merci, Deniva et Jamie, de votre soutien. Et nous avons un interprète qui traduit cette séance de façon simultanée. Si vous voulez entendre la séance en français, vous n'hésitez pas à cliquer sur le bouton au bas de l'écran qui dit interprétation et vous pourrez choisir la langue de votre choix, l'anglais ou le français. Donc, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de participants à cette séance. Il y a des gens qui sont en train de nous dire dans le chat d'où ils viennent et ce qu'ils font, qui ils sont. Donc, continuez. Avant de lancer la réunion, je veux déclarer que cette séance se déroule sur le territoire traditionnel des Mississauga, de la rivière Crédit, des Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et des Wendat. Et moi-même, je suis membre de la population des colons canadiens. Je m'engage à soutenir toutes les familles autochtones au Canada et à travailler envers cette réconciliation dans la foulée de ces peuples qui ont été minés par la colonisation. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat pendant la séance. Nous allons avoir une période de questions en direct à la fin de la séance aujourd'hui. Donc, après le mot d'ouverture, nous allons faire la présentation en tant que telle et ensuite passer à la période de questions. Sur ce, voici le programme d'activateur communautaire de ma rue principale. Prochaine diapo. Oui, donnez-moi un instant. J'ai un problème technique. C'est pas grave, ne vous en faites pas. Je vais essayer de relancer le PowerPoint. Oui, c'est parce qu'on est lundi, c'est pour ça. J'aimerais vous dire que, bon, en fait, vous pouvez aller chercher un café, une tasse de thé, mettez-vous à l'aise. Nous avons reçu des demandes dans cette seconde ronde de financement et ça nous fera plaisir d'annoncer les gagnants de la première ronde et en fait de vous faire part des projets qui ont été reçus à la première ronde et qui ont été exécutés. Je suis très content de pouvoir d'avoir l'occasion d'annoncer les 106 projets qui ont été approuvés dans la première ronde qui se partageront 23,25 millions de dollars. Donc, si vous présentez un projet une deuxième fois, il y a des nouveautés. Nous allons vous faire part de cette nouvelle information. Nous avons, en fait, évidemment, nous avons évalué les projets qui ont été soumis à la première ronde. Donc, nous avons apporté des modifications à notre projet pour la deuxième ronde. Maintenant, nous allons afficher cette présentation. Deniva, si vous pouviez passer à la prochaine diapo. Voilà. Donc, voici un aperçu de la séance d'aujourd'hui. Nous avons déjà parlé de tout ça. Et ensuite, la présentation va commencer dans quelques instants. Nous allons ensuite vous faire part du programme en soi, des dates butoirs, des attentes, ainsi qu'il y aura une période de questions. Nous avons 1 heure, donc nous allons en faire bon usage. Prochaine diapo. Alors, ma rue principale, c'est un investissement de 23,25 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise de l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario, qu'on appelle aussi FEDEV, qui vise à aider les entreprises à se démarquer et à faire revenir, en fait, redonner
sorte de vivacité aux communautés locales dans le sud de l'Ontario, dans la foulée de la COVID-19. Et donc, ma rue principale soutient 3920 organismes, soutient des entreprises. Donc, on parle d'une zone de Windsor à Ottawa et ça va jusqu'à Parry Sound dans le nord de l'Ontario. Donc, toutes ces communautés sont touchées par ce programme. Donc, comme je disais, près de 4000 organisations sont soutenues par ma rue principale. Nous soutenons également 500 entreprises. Nous avons contribué à créer 1000 nouveaux emplois et nous avons contribué à soutenir le maintien de 2300 emplois. Donc, nous avons plusieurs objectifs dans notre programme. Nous voulons revamper les rues principales et les petites entreprises. Nous voulons fournir un soutien axé sur les données pour les rues principales et les petites entreprises. Nous apportons un soutien en vue de la création de lieux vivants qui attirent les visiteurs et nous voulons renforcer, en fait, nous contribuons à renforcer plus de 200 quartiers avec rue principale en Ontario. Nous avons 2 volets. Évidemment, nous avons le volet de l'activateur communautaire et le volet de l'accélérateur d'entreprises locales. Donc, nous voulons soutenir le démarrage de la croissance des entreprises locales et nous avons créé une nouvelle trousse à outils. Donc, lorsque vous serez en train de concevoir votre projet, votre demande, que ce soit un projet sur l'équité ou des détails, quand vous serez affinés les détails comme comment vous allez faire sortir les gens, les attirer à votre projet, à votre lieu, eh bien, vous aurez accès à cette trousse d'outils. Nous allons publier le lien vers cette trousse dans le chat. Vous le trouverez également sur notre site Web. À propos de l'accélérateur des entreprises locales, ce volet est soutenu par le Conseil jeunesse de l'Ontario qui soutient la création et le maintien d'entreprises locales. Donc, ils ont des ambassadeurs du projet Ma rue principale. Ils offrent un financement aux entreprises locales et ils mènent des études et analyses de marché approfondies pour obtenir de l'information pouvant être mise à profit pour ces entreprises locales. Prochaine diapo. Donc, maintenant, parlons de l'activateur communautaire. Donc, je vous donne un aperçu de ce programme. Nous l'avons peut-être déjà dit, nous investissons en fait, 8 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir les activités de création de lieux dans tout le sud de l'Ontario. Donc, le gros de ce fonds, c'est-à-dire 5,5 millions de dollars, ont été attribués la première année. Donc, il reste un peu moins de 3 millions de dollars pour cette deuxième ronde de projets. Nous voulons soutenir des projets qui revitalisent les quartiers, réimaginent les espaces publics comme les rues principales, les marges du centre-ville, les places publiques, pour en faire des lieux dynamiques et inclusifs qui servent à tout le monde. Donc, quand on pense à une rue principale, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour votre communauté? En fait, peut-être cette définition peut varier en fonction de la personne qui l'envisage. On vous laisse élaborer votre propre définition, mais nous espérons prioriser les projets qui vont soutenir les stratégies de création de lieux durables et qui vont apporter des bienfaits économiques et sociaux pour les groupes défavorisés. Qu'est-ce que la création de lieux? C'est une bonne question. La création de lieux est une approche qui demande aux gens de réimaginer et de remodeler collectivement l'espace public afin d'en maximiser la valeur partagée. Donc, tout le monde utilise sa rue principale tout le monde utilisait sa rue principale jusqu'au mois de mars 2020 et depuis, les choses ont changé. Donc, nonobstant le fait qu'il y a eu des changements essentiels dans la façon d'exploiter une entreprise ou de vivre dans un monde marqué par la COVID, nous voulons vous permettre de penser aux façons dans lesquelles on peut créer des lieux plus équitables, plus durables, qui vont soutenir la communauté dans la foulée de la pandémie. Et nous voulons soutenir des projets de création de lieux qui font une différence importante dans les communautés locales, qui attirent les gens, qui renforcent le sentiment de connexion et d'inclusion et qui stimulent l'activité économique. Nous allons financer plusieurs types de projets qui s'inscrivent dans 3 catégories générales.
Donc, premièrement, ce sont les événements et les activités d'activation. Donc, ce peut être des événements qui se déroulaient dans votre communauté avant la pandémie, qui ont été mis sur pause et vous voulez les faire revivre, réorganiser ces événements. Si c'est le cas, eh bien, nous voulons savoir pourquoi, qu'est-ce qui est différent, comment est-ce que vous innovez, comment est-ce que vous abordez en fait, le lien avec les gens et comment vous faites pour aller rejoindre les groupes défavorisés. Donc, ça peut être une nouvelle sorte d'événement que vous voulez réactiver dans votre communauté. Donc, vous essayez de faire revenir les gens dans votre lieu, évidemment. Et je dirais que ensuite, nous avons une autre catégorie qui est l'amélioration de la communauté. Donc, il s'agit d'améliorer des zones géographiques spécifiques pour en améliorer l'attrait physique, visuel, de façon à attirer les gens, à augmenter les sentiments de sécurité, de connexion et de plaisir communautaire. Donc, ici, je vous expliquerai ce que j'entends par capital léger. J'y reviendrai. Donc, nous essayons également de soutenir des projets dans la troisième catégorie, les politiques, en fait, la création de politiques et de capacités. Donc, c'est l'élaboration de stratégies et de capacités qui faciliteront un parcours ciblé, délibéré pour revitaliser ou renforcer l'économie d'un centre-ville ou d'un quartier commercial par le biais d'une création de lieux intentionnels et créatifs. Parlons maintenant de l'admissibilité. C'est un élément important. Donc, les demandeurs admissibles peuvent être des municipalités, des gouvernements locaux ou régionaux, des zones d'amélioration commerciale, des organes directeurs ou des sociétés de développement autochtone, par exemple. Ce peut être des organismes sans but lucratif constitués en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. Ce peut être d'autres organismes communautaires qui présentent une demande avec un organisme admissible ci-dessus. Nous encourageons les demandeurs à choisir une zone géographique définie bien clairement et de nous expliquer comment ils définissent ce concept de rue principale. Donc, évidemment, une rue principale à Brampton ou dans une grande ville, une petite ville dans l'Ontario, ce sera un concept différent, évidemment. Donc, ce sera à Cornwall aussi, la réalité est différente dans tous ces endroits. Donc, on vous encourage à être créatif dans votre définition de cette rue principale et de nous expliquer comment les gens se réunissaient dans ces lieux de façon traditionnelle et comment ils se rejoindront dans ces lieux à l'avenir. Les projets doivent avoir lieu dans le sud de l'Ontario, à l'exception de Toronto. Donc, on vous encourage à définir ce lieu. Donc, c'est ça, le sud de l'Ontario, à l'exception de Toronto. C'est l'endroit où on doit circonscrire ces projets. Maintenant, les projets peuvent recevoir des contributions allant jusqu'à 250 000 Je crois qu'il y a de l'information sur notre site web qu'on doit retirer. Au début, c'était entre 25 000 et 250 000 qu'on attribuait. Si c'est quelque chose que vous avez vu, oubliez-le. Si vous voulez demander des fonds pour un projet de moins de 25 000 vous pouvez le faire maintenant. Si votre projet a déjà été planifié, ou est en cours d'élaboration, ce qui est sûrement le cas, eh bien, vous pouvez, en fait, les fonds, vous êtes admissible à recevoir des fonds pour des dépenses que vous avez déjà engagées. Donc, il y a, si besoin est, nous sommes engagés à fournir des avances de fonds. Donc, vous pouvez faire une demande à hauteur de 25 de votre budget total dès le départ. Donc, vous pouvez prévaloir de cette option cette année. Et il y a une erreur sur la diapo ici, mais les projets de la première année, dans les projets de la première année, les projets remboursent les frais encourus du 8 juin au 31 décembre 2021. Maintenant, c'est 2022 pour la deuxième année. Et donc, en fait, l'an dernier, on fournissait 70 du financement disponible et cette année, il reste 30 des fonds qui seront attribués au projet. Je me répète, donc 25 des contributions non remboursables disponibles sont réservées aux communautés de moins de 100 000 personnes. Prochaine diapo. Nous appliquons plusieurs principes de financement. Donc, vous devez en tenir compte lorsque vous élaborez votre demande. Nous voulons avoir un
portefeuille d'investissement. Donc, nous voulons avoir des projets à petite échelle, à moyenne échelle et à grande échelle. On cherche une certaine variété de projets. On veut un mélange de ces projets. Donc, on veut des projets, des événements, des activations communautaires, des améliorations communautaires, ainsi que des projets de partenariat qui soient dispersés géographiquement dans le sud de l'Ontario, à Parry Sound, Barrie, à Ottawa, à Windsor, etc. Et comme je l'ai dit, on s'engage à fournir au moins 25 du total des fonds du programme dans les communautés de moins de 100 000 habitants. Et nous cherchons des projets qui profitent à des organismes dirigés par des groupes en quête d'équité, des groupes défavorisés, et nous voulons soutenir différents types d'organismes, donc des organismes communautaires de petite taille, à faible capacité, par exemple, ainsi que des municipalités à part entière. Donc, les dates importantes à retenir. Et le 1er décembre 2021 est loin derrière nous. Évidemment, la période de demande se termine dans une semaine, le 1er février. Et entre le 1er février et le 1er mars, nos comités d'évaluation indépendants vont se réunir et délibérer et classer vos demandes de projet, leur attribuer des points. Ensuite, entre la mi et la fin mars 2022, les candidats seront informés du résultat de leur demande, s'il est approuvé ou rejeté. Donc, quoi de neuf dans cette deuxième année? Bon, quelques détails. Donc, il y a un champ supplémentaire sur le formulaire de demande pour les documents justificatifs, dont des lettres de partenariat, les lettres de soutien, les cartes, etc. Et c'est ce que les comités d'évaluation nous ont dit. On voulait, on a parlé des partenariats dans la première ronde de financement. On veut qu'il y ait des partenariats. On veut que vous nous parliez des partenariats que vous avez créés dans cette première ronde, lorsque vous avez votre projet s'est déroulé dans la première ronde. Nous avons ajouté une question spécifique pour les mises à jour des événements annuels ou récurrents et la manière dont ils répondent à nos priorités de financement. Et le nombre de caractères sur la demande sera appliqué cette fois-ci. La dernière fois, il y a des demandes, des formulaires de demande qui étaient très longs, des documents très longs ont été fournis. Cette fois-ci, nous sommes très stricts sur la longueur maximale de votre dossier de financement. Ensuite, dans notre système de pointage, nous allons accorder jusqu'à 5 points pour l'innovation ou la réimagination d'activités existantes. Dans la catégorie vision, maintenant, nous accordons 2 fois plus de points, c'est-à-dire 10 points au lieu de 5 pour la contribution à la stratégie de création de lieux durables. Et nous accordons maintenant 10 points au lieu de 5 points pour les avantages pour les groupes défavorisés. Vous trouverez la ventilation totale du système de pointage sur le site Web dans le formulaire de demande. Et vous pouvez nous écrire. En fait, il y aura des évaluateurs qui vont évaluer votre demande et les autres demandes et leur attribuer une note. Maintenant, passons à la période de questions, en fait, la foire aux questions. Si une organisation soumet plus d'une demande, seront-elles évaluées sur leur propre mérite? La réponse est oui. Chaque demande est évaluée selon ses qualités, conformément à notre matrice de notation. Par contre, l'équité régionale est une composante importante du programme, ce qui signifie que nous devrons répartir les bénéficiaires retenus dans tout le sud de l'Ontario à l'exclusion de Toronto. Le projet peut-il se dérouler dans plus d'une rue principale? Donc, par exemple, dans une rue principale, dans une place publique. En fait, les projets d'activateurs doivent être axés sur une zone géographique définie, comme rue principale, place publique. Les demandes qui proposent d'entreprendre des programmes dans plusieurs zones géographiques définies, par exemple dans plusieurs rues principales, sont également admissibles. Troisième question. Un projet peut-il inclure des activités dans plus d'une catégorie de financement? La réponse est oui lorsqu'ils présentent leur demande. Les candidats
doivent choisir une catégorie de programme dans laquelle ils veulent soumettre leur demande, mais les demandes comportant des activités dans plus d'une catégorie sont les bienvenues. Donc, je vous dirais que le moins de faire votre choix ici, bon, si c'est un programme d'amélioration communautaire de 50 000 un événement de 10 000 et qui peut contribuer à ce premier projet, on vous demande de choisir amélioration communautaire parce que c'est la catégorie dans laquelle s'inscrit davantage votre projet, même s'il chevauche deux catégories. Quelles sont les dépenses en capital qui sont admissibles? C'est la question qui tue. Je veux dire que les rénovations de bâtiments existants, les frais indirects et généraux non liés au projet proposé ne sont pas admissibles. Donc, nous allons ventiler ça pour vous. Donc, on ne peut pas financer la construction de bâtiments ou la rénovation de bâtiments existants. On ne peut pas vous aider à acheter des terrains, et bien qu'on puisse vous soutenir des coûts directement liés au programme, par exemple des employés, des salaires. On ne peut pas financer les dépenses en immobilier. Donc, toutes les fournitures hors sol liées aux activités de création de lieux temporaires, aux améliorations apportées au paysage de rue, à la conception, à l'aménagement paysager et aux commodités telles que les peintures murales, les sièges, les installations temporaires et l'éclairage sont admissibles. Prochaine question. Que se passe-t-il si le projet commence ou se termine en dehors de la période d'admissibilité? Réponse. Les projets peuvent commencer ou se terminer en dehors de la période d'admissibilité au programme du 1er janvier au 31 décembre 2022. Toutefois, seules les dépenses engagées pendant cette période seront admissibles à un remboursement. Ensuite, question. Les nouveaux projets doivent-ils être jugés plus favorablement que les projets terminés? La réponse est non. Les nouveaux projets ne doivent pas être jugés plus favorablement que les projets achevés. Nous encourageons les candidatures pour tout projet planifié en cours ou terminé. Pour la suite des choses, passons à la prochaine diapo. Les décisions seront-elles prises en fonction du principe tout ou rien ou un financement partiel sera-t-il accordé? Réponse, nous nous efforcerons de financer les projets dans leur intégralité, mais dans certaines circonstances à déterminer, un financement partiel pourrait être accordé au cas par cas. Il y a des projets que nous avons financés en partie et nous sommes ouverts à jouer avec les règles. Il y a des circonstances qui peuvent se présenter, évidemment, mais nous tentons de financer les projets dans leur totalité. Question. Des subventions de contrepartie sont-elles requises? Réponse. Les financements accordés dans le cadre du programme d'activateurs communautaires ne nécessitent pas de contribution de contrepartie. Le programme rembourse jusqu'à 100 des coûts admissibles du programme encouru pendant la période d'admissibilité, c'est-à-dire du 31 janvier du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Question. Pouvons-nous demander du financement pour les événements annuels qui se déroulent avant la COVID ou pouvons-nous seulement financer des événements qui sont nouveaux? En fait, la réponse est oui, vous pouvez demander du financement pour faire revivre des événements qui se déroulent avant la COVID. Par contre, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet événement post-COVID-19 qui répond à nos critères, nos priorités de financement. Donc, le lien vers le guide de demande a été publié dans le chat. Vous trouverez le guide de demande, les formulaires. Vous pouvez aussi nous écrire. Notre adresse est dans le chat. Mon adresse courriel est dans le chat ou dans cette diapo, la prochaine diapo. Et vous pouvez aussi réserver du temps avec nous, quoiqu'il reste très peu de temps avant la date butoir de cette ronde de financement, mais vous pouvez aller à la page contact sur le site web mymainstreet.ca et vous pouvez prévoir une réunion avec nous, avec Cécile et avec moi-même. Maintenant, passons à la période de questions. Alors, bienvenue Cécile. Bonjour. Donc, le chat est en feu. Il nous reste 35 minutes et nous allons répondre au plus grand nombre de questions possible. Et je suis confiante que nous allons répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment de le faire
Et je viens de publier le lien de mon calendrier, celui de Jared, dans le chat. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous pourrez trouver un moment où vous pourrez réserver du temps avec nous. Donc, une demande peut-elle porter sur deux projets dans deux villes sœurs, dans deux régions différentes? Question intéressante. Je dirais qu'il semble que, comme nous l'avons dit, nous vous encourageons à, si on parle de deux lieux différents, deux villes, dans deux villes différentes, comme des villes sœurs, par exemple, je crois que c'est mieux que de présenter deux projets distincts. C'est ce que mon instinct me disait également. Pouvons-nous savoir combien de demandes il y a eu à la première ronde et combien de demandes ont été approuvées? Oui, à la première ronde de financement, il y a eu 149 demandes et 106 de ces demandes ont reçu du financement. Et évidemment, elles se sont partagées environ 5,5 millions de dollars. Et je dirais qu'on ne peut pas vous dire pour l'instant combien de demandes ont été envoyées dans cette ronde-ci, mais nous avons un nombre considérable de demandes. Je dirais que cette seconde ronde sera plus concurrentielle que la première ronde, simplement parce qu'il y a moins d'argent qu'à la première ronde. Il y avait 5,5 millions de dollars à la première ronde et dans cette seconde ronde, il reste en fait 3 millions de dollars. Et oui, un autre détail, il y a plus de gens qui sont au courant de l'existence du programme. Donc, on s'attend à avoir le même nombre de demandes que l'an dernier, sinon davantage. D'accord. Est-ce que le programme d'activateur communautaire offert à Ottawa? Oui, et j'ai publié un lien vers la carte qui présente les municipalités en Ontario. Ottawa a reçu du financement pour plusieurs projets. Donc, oui, Ottawa est dans notre région. Est-ce qu'une demande serait acceptée pour un projet qui recevrait ses permis en mars 2022? Oui, c'est tout à fait acceptable. Dans cette seconde ronde, nous n'avons pas exigé que les permis soient déjà obtenus lorsqu'on soumet la demande, ce qui était le cas à la première ronde. On voulait que les projets aient déjà leur permis, puisque c'était un programme de remboursement. Il fallait que les permis soient déjà obtenus. Ce n'est pas le cas en 2022. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos permis lorsque vous soumettez votre demande. D'accord? Nous avons déjà répondu à cette prochaine question dans le FAQ, mais voici. Est-ce que la contribution municipale est exigée? Nous pouvons fournir jusqu'à 100 des fonds nécessaires, mais quand je dis jusqu'à, ce que ça veut dire, on ne peut pas vous accorder du financement que vous recevez déjà. Par exemple, si vous avez une activité de financement, vous vendez des billets pour un événement, eh bien, si vous avez des fonds supplémentaires, nous allons réduire notre financement à votre projet en fonction de certains critères. Donc, lorsque les projets de création de lieux sont censés influencer la vie dans une région urbaine, donne-nous un exemple de ce projet. Oui, par exemple, un projet d'affiches. Donc, des affiches qui orientent les gens vers la rue principale. Donc, dans ce cas-ci, ce peut être des affiches qui sont déployées ailleurs dans la ville, qui dirigent les gens vers cette rue principale où se déroule votre projet. Si vous voulez que votre projet se déroule dans toute la municipalité, encore une fois, on vous posera des questions sur, ce que vous voulez faire. On veut vraiment se concentrer sur cette création de lieux dans une rue principale ou une place publique circonscrite et non toute la ville. Donc, si vous faites un projet qui se déroule un peu, qui a lieu dans toute la ville, on vous demande d'expliquer, de nous prouver comment vous allez atteindre vos objectifs. Devez-vous être une
entreprises incorporées. Donc, entreprises incorporées, les entreprises privées ne peuvent pas demander de financement. Les entreprises à but lucratif ne peuvent pas demander de financement sur ce projet. C'est un projet réservé aux entreprises à but non lucratif. Si vous êtes une entreprise, peut-être que vous aurez besoin de trouver un partenaire qui fera la demande. D'accord. Vous devez être un organisme à but non lucratif inscrit. Si vous n'êtes pas un organisme à but non lucratif inscrit, vous n'avez pas le droit de signer un contrat. Donc, vous devrez trouver un partenaire. Vous avez besoin de trouver quelqu'un qui a le droit de signer un contrat. C'est arrivé dans la première ronde de financement lorsque un groupe a soumis une demande. Il n'était pas inscrit en tant qu'organisme à but non lucratif. Ils ont trouvé un partenaire qui a pu faire la demande ou compléter la demande avec eux et au final, ils ont reçu le financement et le projet s'est très bien déroulé. Est-ce qu'une gazebo qui crée de l'ombre dans un parc est admissible? Oui, l'ombre, c'est bien. C'est intéressant. Donc, est-ce que la gazebo est un bâtiment? Bon, eh bien, voici notre point de vue là-dessus. Évidemment, un bâtiment temporaire comme une structure ou un cabanon temporaire, c'est admissible. Lorsque c'est une gazebo ouverte, c'est en fait, on peut financer, on ne peut pas financer ce qui est sous terre, mais on peut financer ce qui est au-dessus du sol. Et aussi, si vous avez besoin d'électricité ou d'alimenter votre gazebo en eau, en électricité, ces infrastructures ne sont pas admissibles au financement parce qu'elles sont sous terre. Judy, je ne sais pas si je comprends votre question. Je vais la lire. Peut-être que vous aurez besoin de communiquer avec nous. Je vais la lire. Peut-être que Jared la comprend mieux que moi. Si nous soumettons plusieurs demandes et vous déterminez qu'une municipalité peut financer certains de ces projets, en fait, s'il y a plusieurs demandes, en fait, il n'y a pas de, ce que je comprends, oui, il n'y a pas de montant maximal qu'on peut demander. On ne vous reviendra pas avec une liste de priorités parce que chaque demande sera évaluée par un comité d'évaluation. Je crois que c'est la question. S'il y a des fonds qui ne sont pas affectés, qui ne sont pas dans un budget interne, mais qui pourraient être obtenus plus tard, en fait, vous devez tenir compte de cet état des choses dans votre demande. Donc, si une municipalité finit par vous fournir des fonds, on ne peut pas vous offrir des fonds en plus de cette enveloppe budgétaire si la municipalité a couvert tous vos frais. Une question. Quel est le budget? Il y a une question sur le formulaire de demande. Quel est le budget annuel de votre organisation? Bon, qu'est-ce qu'on entend par cette question? Oui, quel est le budget total de la ville d'Oakville? Bon, si vous êtes une municipalité, je crois que en fait, vous pouvez combiner votre capital, votre budget annuel, vous pouvez l'inscrire. Si vous êtes un organisme non lucratif, on veut simplement savoir votre budget d'exploitation annuel de l'an dernier, de l'an 2021. Si vous n'avez pas ce budget de 2021, ce n'est pas grave. Mais le but de cette question, c'est d'aider les évaluateurs à évaluer votre capacité en tant que demandeur de livrer, de réaliser votre projet. Si vous êtes un petit organisme, vous avez un faible budget, vous demandez 250 000 $. C'est beaucoup d'argent pour votre organisation. Nous allons vous demander comment vous allez faire usage de ces fonds et comment vous allez réaliser le projet et justifier ces dépenses. Donc, c'est pourquoi nous avons inséré cette question dans le formulaire de demande. Une question. Daniva a peut-être la réponse. Est-ce que le nombre de caractères maximal dans notre formulaire de demande inclut ou exclut les espaces?
On n'a pas encore la réponse, on vous revient. Pouvez-nous nous indiquer quelles dépenses sont admissibles? Oui, donc les salaires horaires sont admissibles. Par exemple, si vous êtes tout ce qui est directement relié à la planification, la mise en œuvre, l'évaluation de votre projet, ce sont des dépenses admissibles, les salaires horaires, etc. Mais vous pouvez embaucher du personnel précisément pour un projet. Si vous embauchez un coordonnateur d'événements, nous pourrions financer son salaire à 100 mais votre personnel permanent ne peut être financé par le budget que lorsqu'il travaille sur le projet. Donc, la date butoir, c'est le 1er février à minuit. Donc, minuit 1, le 2 février, c'est trop tard. Oui, je serai couché à cette heure-là. Moi aussi. Vous êtes admissible au financement si vous avez reçu du financement lors de la première ronde. Tout à fait, oui, vous êtes encore admissible. Donc, si on parle de plus de 40 000 en honoraires pour un événement, est-ce que c'est admissible? En fait, c'est très intéressant. Donc, c'est un festival. Bon, vous voulez attirer un festival dans votre rue principale et vous avez besoin de payer des honoraires élevés. Bon, qu'en est-il? On a dit dans le passé que de payer vos artistes et des artistes qui vont faire un concert ou une muraille, c'est tout à fait admissible. Vous pouvez, en fait, payer un artiste et c'est admissible. Ce sont des dépenses admissibles. Donc, vous parlez de 40 000 pour un artiste. Eh bien, si on va vous donner 40 000 pour des honoraires d'artiste, nous voulons savoir quel sera l'effet de son œuvre d'art, combien de personnes vous allez attirer à cet événement et tous ces détails seront pris en compte. Mais de prime abord, ce n'est pas limitatif. 40 000 pour des honoraires artistiques, c'est admissible, oui, mais nous voulons savoir les détails. Et aussi, tenez compte du fait que si ce festival demande des droits d'entrée et qu'il y a un profit, vous n'aurez pas de remboursement parce que vous aurez remboursé vous-même vos frais. Donc, tenez compte de ces détails. Donc, si ça crée des revenus, ce sont des subventions en moins que vous aurez. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des améliorations qui sont permanentes, qui sont inadmissibles au financement? Donc, je dirais que les activations communautaires permanentes qui sont inadmissibles sont tout ce qui se déroule sous terre. Donc, si c'est au-dessus, en fait, hors terre, des porte-vélos, de l'éclairage, des bancs, des tables dans un parc, tout ça, c'est admissible, qu'elles soient temporaires ou permanentes. C'est admissible. Peu importe quelles sont ces choses, c'est admissible. Ensuite, tout ce qui est sous terre est inadmissible au financement. Donc, c'est une distinction importante à faire lorsque vous en fait, par exemple, si on enlève de l'asphalte, enlever de l'asphalte d'un stationnement, bonne question, très bonne question. On vous reviendra sur cette question. Est-ce que le désasphaltage d'un stationnement est admissible? Bonne question. Nous allons répondre plus tard. Nous devons faire des recherches. Est-ce qu'un organisme à but non lucratif peut travailler en collaboration avec 2 ou 3 autres organismes à but non lucratif? Dans un lieu-dit ou dans un petit village? Oui, dans un petit village. Oui, c'est très intéressant, oui. Donc, qu'il y ait plusieurs demandeurs sur un même projet. Eh bien, on ne veut pas, en fait, qu'il y ait un seul demandeur. En fait, on veut un seul demandeur par projet. Vous pouvez inclure des lettres de soutien ou de partenariat avec d'autres intervenants, d'autres organismes qui collaboreraient avec vous sur ce projet, mais il faut qu'il y ait un demandeur. C'est un organisme qui fait la demande. Donc, vous devez déterminer entre vous qui sera cet organisme, mais je vous encourage à le faire. On veut des partenariats, oui, on veut en voir.
en bout de ligne, notre contrat aura été conclu avec un organisme et tous les fonds seront dirigés à cet organisme et c'est cet organisme qui nous fournira toutes les factures. Donc, vous devez tenir compte de cette organisation dans votre projet. Nous représentons 11 municipalités. Pouvons-nous avoir une demande qui fournir, en fait, qui réaliserait des projets dans ces 11 municipalités? En fait, chaque municipalité, on doit soumettre un projet par municipalité. On ne peut pas soumettre un projet pour 11 municipalités. C'est un projet par municipalité ou par lieu. Laissez-moi développer cette réponse. Dans la première ronde, nous avons donné des conseils allant à l'encontre de ça. On disait qu'aux gens pouvaient soumettre une demande lorsqu'il y a plusieurs villes étaient impliquées. Avec le comité d'évaluation, on est revenu là-dessus parce que ce n'était pas assez précis. Donc, dans la plupart des cas, lorsque plusieurs rues principales ou villes étaient ensemble dans une demande, ils perdaient des points par rapport à d'autres projets qui se concentraient sur un lieu. Donc, ça peut poser un défi en matière d'équité que d'aller de l'avant et présenter une demande pour 11 municipalités et créer un projet précis pour chacune de ces 11 municipalités. Vous pouvez aussi encourager chacune de ces 11 municipalités à proposer son projet individuellement. C'est ce que nous encourageons. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la façon dont vous allez évaluer les impacts de nos résultats et suivre, en fait, nos impacts? Nous avons offert des rapports. Nous avons soumis des rapports à nos projets financés lors de la première ronde et au début de décembre, nous avons attribué le financement. En janvier, nous avons donné une rétroaction aux projets qui ont été acceptés. Ce n'est pas terminé, mais ça se passe assez vite. Nous avons beaucoup plus de temps pour le faire. Donc, les rapports avaient été en fait, tous les rapports avaient été soumis avant le 1er novembre 2021 et nous avions fourni les rapports aux demandeurs le 1er décembre. Donc, cette fois-ci, on a beaucoup plus de temps. Dès mars, nous pourrons soumettre des rapports aux demandeurs qui ont été retenus. Et ensuite, ils recevront une rétroaction assez granulaire. Mais ce que je peux dire pour l'heure actuelle, en fait, pour ce qui est des rapports, nous voulons vous entendre sur les impacts de votre projet et nous voulons aussi avoir des détails précis. Comment est-ce que les gens se sont impliqués dans le projet? Est-ce qu'il y avait des bénévoles dans votre projet? Est-ce que les organisations partenaires ont tiré parti de votre projet? Et nous sommes en mesure de, de faire des analyses de métadonnées sur votre communauté grâce à notre partenariat avec Veronix et un autre organisme. Ça fait partie de l'outil d'évaluation communautaire que nous avons créé. C'est une petite partie de notre processus de notation et d'évaluation. Mais nous allons revenir avec des orientations plus précises pour orienter cet aspect de la création de rapports. D'accord. Y a-t-il des exemples où nous avons aidé des populations marginées dans la première année? Est-ce que nous avons eu des projets qui ont aidé les itinérants à trouver un logement pendant l'hiver 2021? Et nous avons publié un lien vers la vidéo qui porte sur les projets qui s'adressaient aux populations marginalisées, défavorisées. Ça vous donnera un exemple. Oui, le défi avec la première année, c'était que nous financions des projets qui avaient déjà été terminés. Évidemment, il y a quelques exceptions. Certains projets étaient toujours en cours, encore en décembre 2021, mais
Je dirais que c'est un des domaines sur lesquels nous sommes concentrés dans la première année. Et quand on évalue les demandes et quand on a reçu des rétroactions de nos comités d'évaluation, on s'est rendu compte que l'impact pour les groupes défavorisés dans la première ronde a été un peu faible. Et dans notre matrice de notation, on a essayé d'accorder plus de points aux projets qui ciblent les populations défavorisées. Donc, par exemple, un projet, en fait, c'est le projet de ma rue principale, Niagara Falls, qui s'adressait à leur marché de Noël. Et ils ont bâti des huttes et que les entreprises locales pouvaient utiliser pour vendre leurs produits. Donc, ces huttes ont été bâties en partenariat avec des écoles secondaires locales et d'autres organisations, en fait, pour donner du travail à des personnes qui avaient du mal à se trouver un emploi, des personnes itinérantes. Donc, c'est le type de projet où on essaie intentionnellement de favoriser l'équité et, par exemple, en offrant des occasions d'emploi et en s'assurant que les intervenants, tous les intervenants, c'est-à-dire les populations défavorisées également, sont à la table, non seulement à la table, en fait, oui, qui font partie du projet. Est-ce qu'il y aura une troisième ronde, troisième année de financement? C'est la question qui tue. Nous sommes très intéressés à poursuivre le projet une troisième année et évidemment, on ne peut pas faire davantage de commentaires sur la question aujourd'hui. C'est en discussion avec le FEDEV Ontario. On pose la question comment vous faites participer les groupes défavorisés et ensuite, une autre question, qu'est-ce que ça signifie que de les faire participer? Donc, plutôt que d'énoncer ce groupe défavorisé dans la liste de vos partenaires, dites-nous comment ce groupe a changé votre projet? Qu'est-ce qu'ils ont contribué au projet? Plutôt que, en fait, comment les avez-vous fait participer plutôt que de les ajouter simplement à une liste de partenaires? Nous avons certains projets qui ont engagé des consultations avec des groupes autochtones dans la communauté et nos évaluateurs nous ont dit qu'ils veulent en savoir davantage. À quoi ça ressemble, cette collaboration avec les Autochtones? Est-ce qu'il y a eu un partenariat avec votre organisme à but non lucratif et le conseil de bande ou la communauté autochtone? On aimerait voir tangiblement qu'est-ce que ça a donné. À quoi ressemblait cette mobilisation et ce partenariat? Donc, nous voulons voir les détails de ces projets. Donc, une muraille communautaire qui célèbre les nouveaux arrivants ou, en fait, les matériaux servant à créer cette muraille sont-ils admissibles aux dépenses? Oui, lorsque vous avez des projets d'embellissement, des projets en fait, vous faites une muraille dans un centre communautaire ou sur un mur, tout ce matériel est admissible au financement. Margaret demande s'il y a quelque chose dans la demande qui n'est pas admissible, est-ce que notre projet sera refusé? Non. Idéalement, évidemment, c'est Cécile qui le dit, si vous envoyez votre demande avant le 1er février et je la reçois, je pourrais en faire part aux évaluateurs et si vous l'envoyez le 1er février, en fait, si vous l'envoyez avant le 1er février et je reçois votre demande, je peux l'envoyer au groupe d'évaluateurs pour qu'on se penche dessus ensemble. Si je la reçois le 1er février, eh bien, ces dépenses non admissibles sont simplement retirées du financement. Oui, on a des questions sur l'éventualité d'une troisième ronde. Est-ce qu'il y aura une présentation sur le programme d'accélérateur communautaire des entreprises privées? Je ne crois pas qu'il y ait, que ce soit dans les plans, donc les demandes sur l'accélérateur communautaire ne sont pas, en fait, ne peuvent pas être soumises par un organisme à but lucratif. Donc, un membre d'un
conseil d'administration ne peut pas engager de dépenses salariales admissibles au projet. Qu'en est-il d'employés d'autres sortes ou de membres du conseil de direction? C'est une question intéressante. On vous demanderait de faire un suivi avec nous pour en parler et on peut en parler à FEDEV et vous revenir sur la question pour savoir si ces taux horaires sont admissibles aux dépenses. Est-ce que nous allons avoir accès à cet enregistrement? Oui, nous allons travailler d'arrache-pied pour vous fournir l'enregistrement. L'Institut urbain du Canada va également tenir des séances d'information demain et après-demain. Tout sera enregistré et publié. Ça peut vous intéresser. Mais notre équipe travaillera très fort au cours des prochains jours pour mettre à votre disposition l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Ce sera fait dès que possible. Deneva, avez-vous pu vous informer sur les espaces, s'ils sont inclus dans cette limite de caractères, dans la formulaire de demande? Donc, c'était la dernière question, évidemment. Il nous reste quelques minutes, on peut continuer de parler sur ce sujet. Donc, Jennifer dit dans le chat que l'ajout embellir quelque chose, ça ne veut pas toujours dire apporter de la valeur pour les gens dans le besoin. Souvent, l'embellissement, ça a souvent été, ça a souvent consisté à masquer les défis qui se déroulaient dans une ville. Donc, aujourd'hui, on doit travailler contre ça. On doit offrir un impact positif d'embellissement et pour aider les populations défavorisées de nos villes. Oui, les espaces sont inclus dans les caractères, dans le nombre maximal de caractères. Et voilà. Donc, dans votre formulaire de demande, la limite de caractères inclut les espaces. Donc, il nous reste quelques minutes s'il y a d'autres questions. Sinon, écrivez-nous un courriel. Nous allons répondre à vos questions. Will there be a second round? I saw. Est-ce qu'il y aura une seconde ronde pour l'accélérateur d'entreprise? Je ne sais pas. On vous encourage à communiquer avec Kelsey. Nous allons publier ses coordonnées dans le chat pour le savoir. Donc, Kelsey qui s'occupe de l'activateur d'entreprise de ma rue principale. Il y a une dernière question. Est-ce que la portée d'un projet peut être répartie sur plusieurs événements ou simplement pour un événement? Donc, la portée de votre projet, par exemple, vous embauchez un coordonnateur d'événements à temps plein pour coordonner toute l'année, mais vous ne vous en servirez que pour 3 événements, eh bien, son taux horaire pour les 3 événements seulement peut être remboursé, mais pas son salaire horaire pour toute l'année. Est-ce que les petites entreprises sur la dite rue, on voit au chapitre, ou peuvent participer au projet? Eh bien, ça dépend de l'organisme à but non lucratif qui aura présenté le projet. On espère, en fait, on encourage ces partenariats avec des entreprises privées. Donc, nombre de PME s'engagent auprès de leur communauté, donc c'est très possible d'avoir des partenariats de la sorte. Donc, combien de temps avons-nous après avoir reçu une facture pour se la faire rembourser auprès du projet? Bonne question. Nous travaillons aussi vite que possible. On est en train de créer ce processus de remboursement. Donc, c'est difficile d'estimer combien de temps ça prendra lorsque vous nous envoyez une facture pour que vous receviez les fonds vous remboursant cette facture admissible au projet. Donc, je crois qu'au plus tard, vous recevrez les fonds 4 semaines après avoir soumis une facture. Et
J'espère que ça sera plus tôt. Ou une dernière question. Si nous avons reçu du financement à la première ronde, est-ce que ça a un effet sur nos chances de remporter la deuxième ronde? Non. Nous considérons ces demandes de la première ronde, de la deuxième ronde comme distinctes et ça ne vous enlève pas de points. Évidemment, on essaie d'appliquer nos principes de financement et on tente très fort d'avoir un portefeuille de projets diversifié, réparti dans tout le sud de l'Ontario. D'accord. Une dernière question. Ensuite, je vais publier nos courriels dans le chat. Que se passe-t-il si une demande pour un événement est approuvée, mais à cause de la COVID, l'événement ne peut pas se dérouler en 2022? Est-ce que les fonds seront disponibles l'année d'après? Malheureusement, non. Donc, c'est bien que de planifier en fonction d'un avenir incertain. Donc, à l'heure actuelle, toutes les factures liées au projet doivent être reçues, datées d'ici le 1er septembre 2022. Donc, cette dépense, vous ne pouvez pas tenir votre événement en 2023. Ça doit se dérouler avant la fin de l'année 2022, avant la date butoir. On pose la question, on nous demande de définir en quoi consistent les stratégies de création de lieux durables. Donc, je fais référence à deux documents. Le guide de création de lieux sur notre site web, et ensuite la trousse à outils pour la création de lieux. Ensuite, il y a aussi Buried, c'est un document qui donne des idées de projets qui ont réussi dans le passé, dans les trois différentes catégories. On vous invite à lire ces documents. Si vous ne les trouvez pas, allez dans la section nouvelles du site Ma rue principale, du site My Main Street, et vous trouverez ces documents. J'espère que ça vous donnera toute l'information contextuelle dont vous avez besoin pour comprendre en quoi consistent les stratégies de création de lieux durables. Alors, merci Cécile. Vous avez publié ces liens dans le chat. Donc, il est maintenant midi. Au nom de l'Institut canadien l'Institut urbain du Canada, notre interprète Yannick, Jamie, toute l'équipe, on apprécie beaucoup votre travail et on apprécie le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour apprendre en quoi consiste ce projet. Et nous avons hâte de recevoir vos demandes et nous voulons vous aider à améliorer vos communautés dans le sud de l'Ontario. C'est un moment crucial pour le travail que vous faites. On veut vous soutenir du mieux que l'on peut. Alors, je vous souhaite un beau mois de janvier et nous avons hâte de recevoir vos documents, vos demandes d'ici le 1er février, minuit. Merci, au revoir.